Bonjour, bonjour. Je pense que c'est peut-être un peu dur d'être là pour vous. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est dur. Non pas de vous voir, mais je ne suis pas du matin. À cette heure-ci, je dors encore d'habitude. Vous aussi? Ok. Donc la présentation a été super. Je vais juste rajouter deux petites choses. Chez MySQL, on innove, enfin ça bouge beaucoup, on innove assez vite. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc si vous voulez rester au fait de l'actualité MySQL, vous pouvez me suivre sur Twitter, @FreshDAS. Et puis je blogue aussi quand j'ai du temps. J'essaie d'écrire des tutoriaux, des choses assez sympathiques. Il y a un certain nombre de points ici qui sont creusés dans certains articles que j'ai faits sur mon blog, dasini.net/blog/fr ou /en. Il n'y a pas forcément les mêmes articles sur les deux sites. Voilà pour la fin des présentations. Un petit peu de promo. Donc là, c'est une quarantaine de minutes, c'est bien ça? Donc 40. Donc ça va être assez court, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Cela dit, le 22 novembre, on fait un MySQL Day, donc une demi-journée où on va parler que de MySQL et on va pouvoir approfondir un certain nombre de points. Donc voilà, il y a le lien pour l'inscription et les détails en bas du slide. Ok. Alors, cette présentation, je l'ai découpée en 3 points. Première partie, comme je l'ai promis tout à l'heure, on va commencer doucement, tranquillement. Ce ne sera pas du tout technique, c'est une introduction. L'idée, en fait, c'est d'avoir une sorte de vue, de commencer par une sorte de vue, on va dire, un peu satellite sur le monde des bases de données. Et puis après, on va descendre petit à petit sur MySQL, les utilisateurs, les utilisations, pour arriver avec une transition sur les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités de MySQL 8.0 plutôt orientées développeurs. Et puis la troisième partie, c'est les fonctionnalités MySQL 8.0 plutôt orientées DBA. Est-ce qu'il y a des DBA dans la salle? Ok. Bienvenue. Alors en fait, on est au forum PHP, il y a quand même beaucoup plus de développeurs. En fait, je ne vais pas vraiment parler de la troisième partie, ça sera en 2 parties. A priori, je n'aurai pas forcément le temps. Au pire, au mieux, en fait, je vais présenter les features, mais je vais vraiment me faire un focus sur les fonctionnalités orientées développement. Ok? Ok, bon. Ben, entrons dans le vif du sujet. Alors, introduction, vous voyez, cette partie-là n'est pas du tout technique. Mais l'idée, c'est de permettre de remettre un peu les choses en perspective dans le contexte. Comme vous le savez, MySQL, c'est... Qui n'a jamais travaillé sur MySQL? Ok, personne? Bon, voilà. Donc, c'est la base de données la plus utilisée au monde. En fait, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a eu un certain nombre de sondages en ligne cette année, en fait, notamment sur Stack Overflow, que vous connaissez tous. Donc, pas forcément lié qu'à la base de données, sur pas mal de technologies. Mais c'est un peu intéressant, en fait, de mettre les choses en perspective, comme je le disais, pour voir la différence entre le marketing, les fantasmes, et puis la réalité du terrain, en fait. J'ai également il y a eu une deuxième étude qui est beaucoup plus complète, qui ne concerne pas seulement les bases de données. Je ne sais pas si vous l'avez lue, mais elle est assez intéressante. Je vous conseille de la lire. C'est plein de technologies et de voir un peu ce que les petits copains utilisent en fait. Et on voit en fait finalement qu'entre ces deux études différentes, les résultats restent quand même assez consistants, bon, à part pour SQL Server. Mais voilà, la réalité des faits, c'est ça. Le monde de la base de données est très très concurrentiel. Il y a plusieurs façons de manipuler, de gérer les données. Mais en tout cas, on reste très 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 utilisé. Alors, c'est bien de savoir quelles sont les technologies les plus utilisées. Ce qui est intéressant, on va encore zoomer un petit peu, descendre un peu plus, et voir un peu les cas d'utilisation, les différents cas d'utilisation. En fait, on a beaucoup d'utilisateurs, ça c'est cool, mais ce qui est intéressant aussi, pour nous comme pour nos utilisateurs, c'est qu'on est utilisé dans des use cases, des cas d'utilisation assez différents finalement. Ça peut être comme les réseaux sociaux, typiquement Facebook qui est l'un des 2 plus grands utilisateurs de MySQL. Ça peut être dans l'e-commerce par exemple, vous connaissez certains logos. Dans pas mal d'applications SaaS, je pense que c'est assez intuitif, je pense que ça étonne pas grand monde. Dans la finance, intuitivement, on ne penserait pas forcément à des bases de données open source pour ce type de cas d'utilisation. Et pourtant, c'est le cas, le cloud, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des cas d'utilisation différents, et donc finalement, ce n'est pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes attentes au niveau de la base de données. Donc, ça peut être des besoins de performance, ça peut être des besoins de sécurité notamment au sens de cohérence de la donnée, ça peut être des besoins de sécurité tout court, etc., etc.
qu'il y a un truc qui est assez intéressant de mentionner, on n'y pense pas forcément quand on parle de différentes technologies, quand on les compare, quand on troll, etc. On a plutôt tendance à mettre la performance en premier, en fait. Et quand je discute avec mes clients, quand on discute avec les utilisateurs, notamment ces utilisateurs at scale, juste une petite parenthèse, en début de semaine, il y a eu 2 événements Oracle à San Francisco. Oracle OpenWord et Oracle Code One. Et en fait, on a à peu près une trentaine de sessions MySQL sur ces 2 événements. Il y a eu des retours d'expérience, notamment de Facebook, Twitter, Slack, GitHub, etc., etc. Et un truc qui est assez intéressant pour ce type d'utilisateurs-là, qui ont plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers d'instances MySQL, c'est le dernier point. En fait, c'est l'exploitabilité. On n'y pense pas forcément, notamment, je pense, au niveau du code, mais avoir une base de données assez simple, finalement, et simple à exploiter, notamment quand on est dans un environnement at scale, c'est important. Et ça, c'est un retour qui vient assez souvent de Twitter. J'ai repris un de leurs slides. Et Facebook, Booking aussi, dit la même chose. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs milliers de bases MySQL, ils ont seulement 5 DB, en fait, avec de l'automatisation autour. Mais l'exploitabilité, c'est vraiment une condition assez importante, comme la performance, comme la sécurité, etc., etc. OK, on descend encore un petit peu plus, on zoome un peu. Donc, être très utilisé, c'est bien, ça nous donne beaucoup d'input, beaucoup d'informations sur comment les utilisateurs utilisent MySQL et quels sont leurs besoins, quels sont les défauts, enfin les manques en fait qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir pour que leur business fonctionne encore mieux avec MySQL. En fait, on peut diviser ça en un certain nombre de catégories. La première, ça, je pense que ça ne va pas vous étonner, on est dans un monde où la donnée a beaucoup d'importance. C'est même gênant d'un point de vue éthique, parce qu'ils veulent tous savoir de nous, sur nos comportements, ce qu'on fait, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant, parce qu'il y a de plus en plus de données. Il y a de plus en plus de données, et ces données-là, en fait, il faut les capturer, il faut également leur donner du sens, analytique et porting, etc. Donc le tout, c'est pas d'avoir des données, de les stocker, mais il faut également les traiter, leur donner du sens, pour pouvoir faire du business derrière. Donc la donnée est un peu le centre de pas mal de choses, de quasiment tout. Au niveau des applications, il y a de plus en plus d'applications mobiles, il y a de plus en plus d'applications multilangages, les emojis, etc., etc. Donc il faut que les applications et la base de données soient capables de répondre à tout ça. Il y a de moins en moins d'applications qui peuvent se permettre d'être down, en fait. Donc la disponibilité est de plus en plus importante. Et puis l'autre point, là c'est plutôt de votre côté, en fait, il y a différents patterns de développement. Et en fait, les bases de données doivent être capables d'être flexibles, en fait, tout simplement, d'être agiles. On parle beaucoup d'agilité. Les bases de données doivent également être capables d'être flexibles. En gros, j'ai 2 cas d'utilisation. Soit j'ai différentes bases de données pour faire pour différents types de use case. Ça peut être assez intéressant, mais d'un point de vue, quand on pense à la compagnie, à la société, ça veut dire différentes technologies dans la boîte, ça veut dire différentes façons d'industrialiser, ça veut dire différentes façons d'exploiter, etc., etc. Et c'est un surcoût, en fait. Ce qui est intéressant d'un point de vue de l'entreprise, c'est d'avoir des bases de données assez flexibles, agiles, qui peuvent être utilisées dans plusieurs cas d'utilisation, use case, en fait. Et ce sont nos axes de développement, en fait. OK. Bon, ça va, c'est pas trop technique, je vous avais promis. Là, on va rentrer un petit peu plus, alors c'est pas technique non plus, mais on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Au niveau donc, des fonctionnalités MySQL 8.0, plutôt orienté développement, il y a un certain nombre de choses sympathiques. Hier, j'ai eu la question, si je devais prendre une seule fonctionnalité de MySQL 8.0, quelle serait-elle? Alors c'est un peu compliqué, en plus moi je suis DBA, donc on n'a pas forcément la même vision. Et s'il faut vraiment choisir une, je choisirais celle-là. C'est la possibilité, en fait, d'utiliser MySQL sans faire de SQL. En fait, on a implémenté un mode d'utilisation JSON Document Store dans MySQL. En fait, donc, tous les buzzwords que vous connaissez, schemaless, NoSQL API, etc., c'est inclus. L'idée, en fait, qu'il y a derrière ça... Alors, juste avant d'entrer un peu plus dans les détails, mais l'idée qu'il y a derrière ça, encore une fois, je disais d'un point de vue entreprise, j'ai différentes façons d'interagir avec la donnée. Ça peut soit mener vers différents types de bases de données, différentes technologies,
et donc toute la stack qui va derrière pour industrialiser, etc., ou avoir une base de données hybride flexible qui permet de faire de traiter ces différentes façons de manipuler la donnée. Et comme vous le savez, MySQL est originellement une base de données relationnelle. Donc, quand on parle de base de données relationnelle, un point important, c'est le côté sécurité au niveau des données, notamment, le côté assis transactionnel, etc., qui n'est pas forcément toujours nécessaire, c'est vrai. Mais a priori, si je stocke des données, c'est que j'en ai un petit peu besoin, sinon je sais qu'à les laisser en mémoire. Et donc, il y a quand même un certain degré d'assurance, de sécurité qui m'intéresse à ce niveau-là. Donc ça, MySQL sait le faire et le fait bien. Par contre, il y a une réalité, c'est que pour tel ou tel projet, je n'ai pas forcément toujours besoin d'avoir un schéma fixe, on va dire pensée relationnelle. Je n'ai pas forcément toujours besoin, ou toujours le temps en fait, donc je peux avoir besoin de prototyper rapidement, pas trop penser à mon schéma au sens SQL du terme, et faire des choses assez mouvantes. Donc voilà, c'est cette souplesse-là, en fait, je parlais d'agilité, c'est cette souplesse-là, en fait, qu'on peut faire maintenant à partir de MySQL 8. Donc, en image, si c'est pas très clair, l'idée c'est ça, c'est que MySQL est une base de données relationnelle, c'était le cas avant, c'est encore le cas. Donc je peux toujours l'utiliser comme je l'utilisais avant. On a rajouté un certain nombre de choses, notamment un nouveau protocole, etc., je vais détailler par la suite, qui permettent d'utiliser MySQL soit en mode 100% MySQL, avec son nouveau protocole relationnel, avec son nouveau protocole, soit en mode 100% NoSQL, alors Document Store plus exactement, avec ce nouveau protocole, ou soit, et c'est là au moment où c'est intéressant, un mode hybride en fait. C'est-à-dire que souvent, là encore, si je prends un document store, je vais pouvoir stocker mes données, etc. Mais souvent, après, j'ai besoin de donner du sens à mes données, j'insiste, mais c'est important, faire du reporting, de l'analytique. Et du coup, dans la vraie vie, je vais devoir prendre mes données, les mettre dans un autre data store, faire les traitements, et tout, etc. Là, je vais pouvoir faire tout dans le même data store, en fait. OK? Différents use cases, différents workloads sur le même data store. Alors, on a implémenté un certain nombre de choses, un nouveau protocole, le X-protocol, un nouveau plugin qui permet de l'activer. Donc tout ça, c'est activé par défaut dans MySQL 8.0. Évidemment, une nouvelle API, ça c'est pour vous, et les connecteurs qui vont bien pour utiliser cette API. En image, l'idée c'est ça, c'est que sur la gauche, là-bas, j'ai le protocole standard, donc ce que j'ai jusqu'en MySQL 5.7 par défaut, qui est également utilisable en MySQL 8.0. Par contre, par défaut, on a donc le nouveau protocole qui fait ce que faisait l'ancien protocole, plus de nouvelles choses, en fait. Okay, donc, j'ai les deux en un. Donc, d'un point de vue de développeur, là encore, pour être un peu plus clair, soit je vais toucher des requêtes, soit j'ai mon API CRUD. Par contre, et c'est là la magie du truc, d'un point de vue Ops, DBA, exploitabilité, finalement, même si le développeur manipule des tables ou des collections, d'un point de vue DBA, exploitation, ça reste des tables. Donc toutes les procédures, toute la connaissance que vous avez de MySQL pour le sécuriser, pour faire des sauvegardes, restauration, etc., tous ces outils-là restent les mêmes et s'appliquent. Les méthodes que vous connaissez déjà, la connaissance que vous avez sur MySQL en termes d'exploitation reste la même. Okay, donc d'un point de vue exploitabilité, c'est le même MySQL. D'un point de vue de développement, j'ai le choix entre manipuler des collections ou des tables. C'est un peu clair? Ouais? Cool. OK, alors moi je ne suis pas développeur, mais pour vous, développeurs, on a un site web qui s'appelle insidemysql.com. Je vous le conseille fortement. Il y a pas mal d'insights dessus, et notamment il y a tous ces liens-là en fonction des langages pour débuter, pour faire connaissance avec la XDev API. Insidemysql.com, et puis après il y a un moteur de recherche. Vous pourrez trouver les différents liens. Voilà, je ne suis pas développeur, mais j'ai quand même un peu gribouillé un petit peu de code, si jamais ce n'est pas encore tout à fait clair. Mais l'idée, c'est ça. Là, en fait, une fois que j'ai installé mon connecteur, je vais pouvoir en fait, donc, manipuler mes données qui sont dans mon MySQL, comme je le disais, sans SQL, en fait, avec mon API. Donc là, je suis en PHP. Je pense que ça vous parle encore mieux que moi, mais l'idée, c'est ça. J'ai ma collection qui est dans mon schéma test, et je vais pouvoir, là, typiquement, faire une recherche des documents qui contiennent le nom Olivier. Okay. OK. Alors, je peux le faire d'un point de vue développement avec les différentes API, tout ça. Moi, je suis plutôt orienté DBA. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle le MySQL Shell, qui est un client MySQL, alors qui existe déjà un petit peu avant, depuis MySQL 5.7,
mais qui permet également en fait, d'utiliser le mode CRUD finalement. Donc en fait, avec le client MySQL Shell, je peux faire du SQL, comme avec le client classique normal. Ça me parle, mes requêtes. J'ai également deux autres modes, en mode Python et en mode JavaScript, où je peux donc manipuler mes données en Python ou en JavaScript. Ok, donc là, c'est un petit exemple des différentes commandes CRUD que j'ai en JavaScript. Ce qui est important également, je suis DBA, la donnée pour moi, elle est importante. Si je dois me réveiller à 3 h du matin, j'espère que ce n'est pas pour rien. Donc là, il y a une notion de transaction, sécurité des données qui est importante. Donc on peut faire des transactions multi-documents. Donc ça, c'est important. Et puis évidemment, il n'y a pas de secret, quel que soit le data store, pour aller plus vite, il faut mettre des index, pertinents évidemment. Et je peux également indexer le contenu de ma collection, donc de mon document JSON. Okay. Bon, à découvrir plus en détail évidemment, mais l'idée est là. Je ne suis toujours pas habitué, j'ai le retour là, mais je vais attraper un torticolis. Le MySQL Shell, donc c'est un client en texte. En fait, l'idée, c'est un peu de rassembler le monde DBA, Ops et Dev, DevOps en fait, hein, où je vais pouvoir manipuler mes données, je vais pouvoir en fait automatiser soit un déploiement, soit la manipulation des données MySQL grâce à cet environnement, grâce à cet outil. Je peux faire pas mal de choses, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je peux également faire mettre en place un cluster achat avec l'outil, etc., etc. Là encore, je vous conseille de regarder un petit peu plus près, vous allez voir, c'est assez sympathique. En plus, il est beau, ce qui est pas gênant. OK, donc je peux manipuler du JSON dans MySQL 8.0 en mode totalement CRUD, mode document store en fait, mais je peux également le faire en mode SQL relationnel classique, et ça depuis MySQL 5.7. On a un type JSON dans MySQL. Donc concrètement, si je dois manipuler des documents JSON, je peux le faire soit en mode document store, soit en mode relationnel SQL classique. Et donc je peux le faire à partir de MySQL 5.7. On a également toutes les fonctions qui vont bien, enfin beaucoup de fonctions pour manipuler les données. Donc mon type de JSON, des fonctions. L'idée en fait qu'il y a derrière ça, c'est j'ai mon JSON dans mon MySQL et je vais pouvoir donc le manipuler, aller chercher les éléments, etc., etc. Mais je vais également pouvoir faire des transformations JSON, on va dire relationnel, et également relationnel JSON. Donc je peux en fait me promener entre les deux mondes grâce à cette fonction-là. Donc j'ai notamment le JSON pretty. Bon, ça je pense que c'est assez évident. J'ai quelque chose de moche qui devient beau, mais j'ai surtout la fonction JSON table qui est assez extraordinaire en fait. J'ai blogué un peu plus dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans l'idée, là en fait, c'est la partie bleue. En fait, juste avant dans l'idée, je vais pouvoir aller me plonger dans mon document JSON, aller récupérer les clés et les valeurs qui vont bien, et créer à partir de ça une table virtuelle pour la requête. Et à partir de cette table-là, je vais pouvoir faire des jointures ou ce que je veux avec d'autres tables MySQL. L'idée, on est encore là pour donner du sens à mes données. Disons que je suis dans un environnement où j'ai du JSON et du non-JSON. Donc je vais pouvoir prendre ces informations-là, les linker avec d'autres informations. Okay, donc JSON table, ça prend mon contenu JSON qui m'intéresse, ce que je veux, et ça me crée une table virtuelle pour ma requête, et à partir de là, je peux la traiter comme n'importe quelle table MySQL. Donc c'est assez puissant. Donc ma colonne s'appelle doc. J'ai le mot-clé columns où je vais récupérer les clés GNP, NEM et Life Expectancy dans mon document JSON. SQL étant un langage typé, il faut lui donner un type, il faut leur donner un type. Et à partir de ça, en fait, j'ai récupéré le document, mes informations dans mon JSON, et je les ressors sous forme tabulaire. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, je ne vous sens pas impressionné, mais c'est vraiment de la balle. UTF-8, c'est important, notamment pour stocker les hiéroglyphes des temps modernes. Après, il y a quelques fonctionnalités qu'en tant que développeur, on attendait ça avec impatience. Il y a notamment la notion de Common Table Expression. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, on peut faire des choses sympathiques. Bon, Fibonacci, on peut faire un sudoku avec, par exemple. On peut faire des choses un peu plus utiles. C'est surtout intéressant pour tout ce qui est les hiérarchies, grands-parents, parents, enfants, etc. Typiquement, ce qu'on a dans les réseaux sociaux, N+1, N+2, amis, amis d'amis, etc., etc. Donc ça, en fait, je peux le faire en SQL le classique avec des jointures, typiquement, mais c'est un peu fastidieux. Mon nombre de jointures de ma profondeur où je veux aller va dépendre de mon nombre de jointures. Ça peut me faire des grosses requêtes pas forcément très lisibles. Et en fait, je peux avoir le même résultat avec une CTE
récursive. Et déjà, c'est plus lisible, donc c'est pas négligeable. Et parfois, ça peut être un peu plus performant aussi. Okay, donc tout ce qui est traversée d'arbres, tout ça, etc., les CTE, c'est fait pour ça. J'ai également une autre fonction, d'autres fonctions comme les Windows Functions. Là, on est plus, alors il y a différents modes, mais on est notamment dans un mode, on va dire, super agrégation. L'idée, en fait, c'est de faire des choses assez sympathiques. Là, dans cet exemple assez simple, j'ai sum profit over. Donc là, en fait, je vais calculer la somme sur toute ma table. En gros, ça revient à faire un group by. Hein. Ça, c'est la même chose que le group by classique. Mais je peux également faire des choses un peu plus fines, donc faire de l'agrégation de façon un peu plus fine sur ce qu'on appelle des partitions. Et là, dans cet exemple-là, en fait, ben, la partie bleue, c'est l'agrégation, c'est la somme, en fait, de... Donc, je fais l'agrégation par pays. Et donc la partie bleue, la dernière colonne, country profit, c'est le profit pour chaque pays en fait. Donc c'est de l'agrégation et j'ai des fenêtres qui vont se déplacer en fait en fonction de mes critères. Je peux faire des choses encore plus sympathiques. En fait, je peux faire plein de choses. Je n'ai pas tout mis évidemment pour des raisons de temps. Mais là, l'idée, c'est que je peux également faire quelque chose d'un peu plus fin, calculer la valeur de la ligne précédente et je l'ajoute à la valeur courante en fait. C'est tout ce qui est à droite. OK, unbound preceding and current row. Ça peut être intéressant pour manipuler, gérer les données, les time series en fait. Donc là, j'ai un exemple assez basique où j'ai un capteur qui m'envoie des informations toutes les 6 heures. Ça, c'est ma table de droite. Et en fait, là, avec ma Windows fonction, je vais agréger des informations qui m'intéressent. Donc là, j'ai pris la première valeur, la première colonne, la dernière valeur dans la deuxième colonne. Je fais une somme de toutes ces valeurs-là. Je fais une moyenne sur ces valeurs-là, etc., etc. Donc là, j'ai tout regroupé par date. OK? Je ne bouge pas pour la photo. Il est en train de galérer depuis tout à l'heure. Et puis, donc, je vous ai parlé de JSON, etc. Mais en fait, ce qui est magnifique, c'est que tout ça peut se combiner. C'est-à-dire que je peux imaginer que mon capteur m'envoie des informations sous format JSON. Voilà, j'ai plein de petits capteurs, il m'envoie tout ça, etc. J'ai une grosse table avec plein de JSON dedans. Donc, que ce soit du JSON en mode relationnel, on va dire, ou que ce soit une collection. Dans cet exemple-là, j'ai ma collection qui contient donc mes données JSON. Et puis après, ben, avec la fonction magique JSON-table, je récupère ces informations-là, je les mets sous forme de table, et après je fais ma window fonction dessus, en fait. Donc oui, il y a un lien, tout se marie, et voilà, on est bien dans ces différents cas d'utilisation où je vais pouvoir récupérer plein de données rapidement, facilement, scalable, etc., etc., et pouvoir leur donner du sens tout en gardant le même GDB, le même data store. Okay. Je vais finir avec ça, je pense. Ah non, il y a encore 2-3 petites sympathiques. OK. Donc ça, c'est assez sympathique aussi. On a rajouté des mots-clés en fait, pour gérer la contention au niveau des transactions. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que de façon classique, des transactions, c'est fait pour protéger la cohérence des données. Donc si j'ai un enregistrement, on va faire simple, qui est verrouillé, une autre transaction va venir modifier cet enregistrement-là, elle va attendre en fait, que la première transaction se termine. Ça, c'est le comportement classique. Dans des applications style ticketing, où j'ai beaucoup de concurrence d'accès, booking, ce genre de choses-là, en fait, ce comportement par défaut peut ralentir en fait, tout le système finalement. Donc c'est qui peut effet boule de neige, de plus en plus de transactions qui vont être bloquées, etc., etc. Du coup, en fait, je peux modifier ces comportements-là avec ces deux mots-clés-là. Alors, en exemple, ça donne ça. J'ai ma transaction 1 qui va taper sur la ligne, l'enregistrement 2. Donc, la transaction est en cours, donc cette ligne-là est verrouillée. Si je fais une requête, la requête de la session 2, par exemple, sans le mot-clé NoWait, ben là, la requête sera loquée pendant la durée, donc soit jusqu'à ce que la transaction 1 soit validée ou elle soit annulée. Mais en tout cas, elle sera loquée. Là, avec NoWait, ce n'est pas disponible, je passe à autre chose. Il m'envoie une erreur tout de suite, donc là, je peux soit retenter ou faire autre chose. Okay, donc, j'attends pas, en fait. Et l'autre mot-clé, skip locked, là, j'ai verrouillé, donc j'ai plusieurs enregistrements, j'ai verrouillé que l'enregistrement numéro 2, mais du coup, il va me renvoyer tous les enregistrements qui ne sont pas verrouillés. Okay, donc ça, c'est typiquement des choses intéressantes pour pas grand-chose, pour pas très cher, en fait, optimiser l'application. Alors, qu'est-ce que je pouvais raconter de plus? Les index fonctionnels. Ça existe dans MySQL depuis la 5.7, mais en gros, il fallait le faire en 2 étapes, pour faire simple. À partir de la toute dernière version de MySQL, je peux le faire en une seule étape, voilà, tout simplement. Donc c'est assez sympathique.
C'est quelque chose qui nous manquait, et donc on a depuis la 5.7, donc depuis 3 ans maintenant, mais là on a encore simplifié la syntaxe pour pouvoir mettre des fonctions sur des colonnes, et pour pouvoir mettre des index sur des fonctions. Et donc ça aussi c'est tout bénef, d'un point de vue performance. Et puis également tout nouveau, ce qui peut être intéressant, historiquement j'ai les valeurs par défaut qui ne peuvent être que des scalaires. Là, j'ai la possibilité de mettre des fonctions, en fait. Donc, dans cet exemple basique, j'ai mon ID, en fait, qui est un UUID, que je convertis en binaire pour des raisons de performance. Donc, ça, c'est la valeur par défaut. Et donc, avec une valeur par défaut, il va me générer un UUID par défaut. Et puis j'ai un document JSON, qui est un tableau, voilà, je mets une valeur par défaut. Et là, bon, j'ai fait une insertion sans valeur. Et j'ai mes valeurs par défaut, qui ne sont pas des scalaires, mais des fonctions. Waouh! Non? Vous n'êtes pas... OK, bon. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais laisser un petit peu de temps, il doit rester 5 minutes à peu près. Un peu de temps pour les questions. Alors, juste avant les questions, donc il y aura également pas mal de choses à dire sur le côté DBA Ops. Mais bon, c'était pas prévu en fait. Hein. Mais il y a un certain nombre de choses intéressantes. L'idée qu'il y a derrière ça, et pour reboucler sur les tendances en fait, que j'ai montré un petit peu avant, c'est de faciliter l'exploitabilité de MySQL. J'ai de plus en plus de tables avec des gros volumes, donc j'ai notamment Instant Add Column qui permet de rajouter des colonnes instantanément, en fait, indépendamment de la taille des tables. J'ai un certain nombre de... J'ai Upgrade Checker que j'aime bien, en fait, qui permet de vérifier que ma version MySQL 5.7 est OK pour upgrader vers la 8. Si ça ne va pas, il va me le dire ce qui ne va pas, à moi de corriger. Et dès que c'est OK, ça veut dire que je vais pouvoir mettre à jour de 5.7 vers 8, très simplement. Deux autres trucs, et puis après on passe aux questions. Historiquement, on n'était pas très bon sur tout ce qui est GIS. Ça vous parle, GIS? Ok, voilà, ça c'est historiquement, on n'était pas très bon dessus. À partir de 8.0, on est au top. Voilà, pour faire simple, on est au top. Allez, regardez, on est au top. Et puis le dernier truc qui moi en tant que DBA qui me parle, on a la possibilité de pouvoir empêcher la création de tables sans clé primaire dans MySQL. Donc les clés primaires ne sont pas obligatoires, le SQL ne l'oblige pas, mais s'il vous plaît, mettez des clés primaires quand vous créez des tables. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, il faut le micro, c'est ça? Il y a une question. Hop. Voilà, déjà merci Olivier. On a une grosse 5 minutes de questions, on va dire. Donc il y avait une main par là qui s'était levée, non? Ouais. Pour le table JSON, s'il y a une grosse profondeur du JSON, ça se passe comment? Enfin, si ça dépasse 1, quoi, tout simplement. Si ça dépasse? S'il y a une profondeur importante sur un JSON. Pour le table JSON, vous nous avez montré des exemples où il y a une profondeur d'un niveau. Dans le cas où il y a une plus grande profondeur, qu'est-ce qui se passe? Ok, va sur mon blog, j'ai un peu parlé de ça. Ouais, en fait, il y a vraiment pas mal d'options. Pour le coup, je ne les connais pas toutes, pardon. Et je m'en souviens pas de tous les use cases. Mais il y a la possibilité d'aller, tu parles typiquement un tableau dans un tableau, ce genre de choses-là. Voilà, il y a la possibilité d'aller un peu plus loin. Mais voilà, fais un petit tour sur mon blog, sur JSON Table, j'ai pas mal d'exemples un peu plus près spécifiques. Bon, j'irai voir. Merci. Et puis après, il y a la documentation, évidemment, mais voilà, je ne peux pas te répondre plus précisément. Oui, c'est géré, ouais. Merci. Hop, on a d'autres questions? Hop. Eh bien, merci de la conférence d'abord, de la présentation. Moi, j'ai une question assez naïve. Je développe un produit qui est sous MySQL. Aujourd'hui, on est en MySQL 5.6, 5.7. On a des clients, des utilisateurs qui utilisent MariaDB. Est-ce qu'il y a un quelconque plan pour garder un minimum de compatibilité entre MariaDB et MySQL? Alors, je me suis préparé toute la semaine pour la question MariaDB, parce qu'il y en a toujours une. Alors, en fait, je vais essayer d'être clair, et je ne parlerai plus de MariaDB. MariaDB, c'est un fork de MySQL 5.1. MySQL 5.1 a 14 ans. Est-ce que quelqu'un se souvient, il y a 14 ans, c'est ce qu'il faisait? Ouais. Vous avez de la chance, moi je ne m'en souviens pas. Mais voilà, en fait, 14 ans en informatique, c'est une éternité.
Donc évidemment, les deux produits ont évolué de façon différente, ils ne sont pas compatibles, contrairement à ce que certains essaient de faire croire. Alors évidemment, c'est du SQL, il y a toujours moyen d'eux, etc. Mais ce n'est pas des produits compatibles, même s'ils réutilisent certaines parties de notre code, etc. Mais les deux produits ont évolué de façon différente. Si je trollais, j'aurais dit de façon différente, mais je ne troll pas, donc de façon différente. Et en plus, c'est filmé. Donc, non, c'est pas... Non, c'est... Sybase et SQL Server, en fait, ont la même base, si je ne me trompe pas, c'est des forks, et c'est deux produits totalement différents, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à de la compatibilité, non. Mais il y en a un des deux qui est très très bien. Est-ce qu'au fond, une question. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai une petite question du coup sur les tables JSON. Est-ce qu'on peut définir des index sur des champs ou des chemins JSON? Ouais, exact. En fait, donc effectivement, je n'ai pas détaillé, mais évidemment, il n'y a pas de secret. Pour aller vite, il faut indexer. Il n'y a pas de secret. Donc je peux... en fait, ça rejoint un peu de cette histoire d'index fonctionnel. Finalement, quand je vais me promener dans mon document JSON, je vais utiliser une fonction pour aller chercher ce que je veux, et je peux indexer cette fonction-là. Donc oui, on a encore des choses à améliorer pour rendre ça un peu plus facile, mais en tout cas, oui, on peut indexer les éléments qui m'intéressent. Ouais. Alors, il faut passer par des tables génératives, des colonnes générées. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut le faire comme ça. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une petite question. Le lundi, quand je vais voir mon hébergeur, dans quelle mesure il peut m'installer MySQL 8? Alors nous, les contraintes aujourd'hui, c'est du Debian et Galera. Une autre question? C'est qui l'hébergeur? Comment? C'est quel hébergeur? C'est hébergeur maison. Ah, ok. Donc on a la main, a priori. Alors, ouais, en fait, je vais encore être obligé de reparler de MariaDB, ça m'énerve. Mais effectivement, en fait, sur certaines distributions, quand on fait une installation de MySQL, on a du MariaDB, ce qui est une hérésie totale. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas un truc mix. Après, en fait, on a des repos. On propose des repos. En fait, ouais, la façon la plus simple, en fait, c'est d'installer. Donc, sur notre site, il y a les repos communautaires. Donc, d'installer les repos communautaires pour aller chercher directement la version de MySQL qui va bien. Après, d'un point de vue achat, donc tu utilises du Galera. Galera est à la base fait pour du MySQL, donc il marchera sur du 5.7, c'est sûr. Sur du 8, je ne sais pas trop. Nous, on a notre solution de achat, qui s'appelle Groupe Application, et on a une solution qui est basée sur ça, qui s'appelle InnoDB Cluster. Je n'ai pas pu en parler, mais qui est vraiment sexy. C'est gratuit? Comment? Est-ce que c'est gratuit? Pourquoi vous avez... gratuité? Non, je plaisante. Mais en fait, c'est... Alors... C'est parce que c'est important. Non, mais en fait, il n'y a rien de gratuit, ça n'existe pas la gratuité. En fait, on parle d'open source, de free software. Donc c'est free, oui, évidemment que c'est free. Tu vas pouvoir l'utiliser gratuitement, mais ce n'est pas gratuit parce qu'il y a des gens derrière chez toi qui vont travailler. Tu as un DBA qui va travailler pour mettre ça en place et c'est lui qui va payer en fait. Mais oui, si la question c'est est-ce que tu peux l'avoir librement sans déverser un centime, évidemment. Ça s'appelle Groupe Application et en fait, c'est surtout la solution InnoDB Cluster qui te donne la version achat plus un routeur pour aller chercher dedans. Et le MySQL Shell que j'ai montré rapidement va te permettre de monter ton cluster en quelques lignes de commande en fait. Donc c'est plus simple que Galera et c'est plus performant aussi. Merci. Oui. Bonjour. Oh. Hop, on entend, ouais. Petite question assez simple. Sous quelle licence est sorti MySQL 8? GPLv2, on n'a pas changé la licence. Vous n'avez pas changé? Non. On est open source. C'est une question qui revient assez souvent. Oui, MySQL est open source, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Et la licence est toujours la même depuis très très longtemps. Oui. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'ai une question sur l'accès du coup à MySQL avec la nouvelle XAPI. Est-ce que du coup, on a des soucis à se faire pour le mode de connexion classique à MySQL avec le protocole habituel qu'on connaît? Alors, j'ai pas d'informations sur ce qui va se passer à ce niveau-là, mais on peut imaginer qu'effectivement, à terme, je ne sais pas à quelle échéance, est-ce qu'il y a un intérêt de garder les deux modes? À long terme, j'entends, je ne suis pas sûr. En fait, le protocole X fait tout ce que fait l'ancien protocole, et sauf qu'il est plus performant et sécure par défaut. C'est basé sur Protobuf de Google, tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle, moi ça ne me parle pas du tout. Mais a priori, voilà, c'est beaucoup plus performant et c'est surtout sécure par défaut. Donc je pense, ça c'est 100% personnel, vous coupez la caméra s'il vous plaît, mais je pense qu'à terme, ça devrait remplacer totalement l'ancien protocole, je pense. Mais je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là pour les années qui viennent en tout cas. Merci.
On a encore le temps pour une ou deux questions, si vous voulez. Hop. Juste devant, sûr. Oui, bonjour, merci pour ta conférence. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard à cette conférence, désolé, mais tu en as peut-être parlé, du coup, je voudrais savoir si... Actuellement, je travaille avec une version de MySQL 5.7. Je voulais savoir si le passage en 8 était très simple et sans douleur, ou alors si j'allais au-devant de gros problèmes. Alors, j'ai lu, je crois que c'est un des gros Twitter, ou je sais pas trop quoi, enfin, un des gros utilisateurs, donc on parle de milliers d'instances. Non, c'est Booking, pardon. Donc on parle aussi de milliers d'instances qui disaient que contrairement aux versions précédentes, passer de 5.7.8, c'était smooth. Alors, moi, je ne peux pas te promettre que tu n'auras aucun souci. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un certain nombre d'outils, notamment le MySQL Upgrade Checker, qui est dans MySQL Shell. Donc MySQL Shell, c'est un utilitaire MySQL, voilà, un client. Il y a différentes fonctionnalités. Une fonctionnalité, c'est de vérifier qu'est-ce que tu as à faire sur ta 5.7 pour migrer en 8. Okay, donc ça te prépare, donc il va analyser tes tables, il va te sortir un rapport. Dans le meilleur des cas, tout est OK, et là tu peux migrer. Et dans le pire des cas, il y aura ça ou ça à changer, donc il faudra faire des choses. Mais en tout cas, il te dit ce qu'il y a à faire. Okay. Tu peux rappeler le nom de l'utilisateur? C'est Upgrade Checker. Sinon, on pourra en discuter après. Mais voilà. Sinon, si le 22 t'es libre, voilà, je vais en parler. On fait un MySQLD le 22 novembre. Voilà, le lien est là. Et voilà. Mais voilà, on a un outil pour ça, donc c'est plus facile qu'avant, pour faire simple. Ok, merci. Bonjour, déjà merci pour la conférence. Qui parle? Ah, la voix. Je voulais savoir, entre les deux protocoles, est-ce qu'on peut très facilement passer de l'un à l'autre? Est-ce que les deux sont interopérables? Ouais. Alors, les deux sont activés par défaut. Alors, en fait, par défaut, tu as deux. Donc, tu as le port 3306 naturel de MySQL qui pointe sur l'ancien protocole, par défaut, et tu as 3306.0 qui pointe vers le nouveau protocole. Donc, en 8.0, le nouveau protocole est activé par défaut. Donc, tu as le choix, en fait. Tu peux jongler entre les deux. Ouais, c'est la moindre des choses. D'un point de vue opérabilité, effectivement, tu ne veux pas te prendre la tête. Tu as besoin que du mode SQL à l'ancienne, enfin, de façon comme tu connais. Ouais, tu peux l'utiliser tel quel dans MySQL 8. Et si jamais tu veux changer, en fait, par défaut, voilà, tu as juste à changer de port. Sinon, tu peux mettre le port que tu veux, en fait. D'accord, merci. Une dernière question? Bonjour. Bonjour. Petite question concernant la perf. Supposons que je migre de façon smooth de la 5.7 à la 8. À quoi je peux m'attendre en amélioration de perf, en termes d'amélioration de perf? Fois 1000. Une règle générale comme ça. Fois 1000. C'est bon, t'achètes? Comment? Fois 1000, t'achètes? Fois 1000? Oui, j'achète. Même fois 2, j'achète. Non, mais... non, en fait, voilà, on a, alors je ne les ai pas montrés, mais on a des graphes qui montrent qu'on est meilleur et tout, etc. C'est vrai, c'est des vrais benches, c'est pas du marketing. Mais j'aime pas trop mettre ça en avant dans la simple raison que ton workload ne va pas forcément correspondre à ce test-là. Donc, normalement, tu es censé avoir une amélioration. En 5.7, on a beaucoup travaillé pour améliorer MySQL au niveau lecture, en contention, etc. En 8, on a amélioré encore ça un petit peu. On a surtout amélioré MySQL au point de vue écriture, en fait. Donc, en fonction de ton workload, tu pourrais... Enfin, normalement, c'est pas censé être pire. En plus, l'optimiseur est plus intelligent, on a les histogrammes et tout, etc. Donc, normalement, tu es censé, au pire, avoir la même chose, et au mieux, avoir une amélioration. Et en fonction des workloads, bon, je ne vais pas montrer les graphes, mais ça peut monter... Enfin, on a du x2 ou x3 sur certains workloads. Merci bien. Il y en a qui ont du 8 en quelque part chez eux ou pas, du coup? Parce que tu n'as pas posé la question. C'est vrai, je n'ai pas posé la question, c'est une très bonne question. Il y en a... Non? Bon. Regardez quand même les optimiseurs, je te conseille. Oui, bien sûr. Et les valeurs par défaut, il y a pas mal qui ont bougé sur tout ce qui est InnoDB, tout ça, ça a pas mal changé aussi. Ouais, pas mal de choses qui ont changé. Il y a quand même quelques points d'attention sur le côté smoothie. Ouais, tout à fait. Après, une migration, c'est pour ça que j'ai pas voulu... Une migration, c'est toujours quelque chose qui se prépare. Et ça dépend vraiment de ce que tu as comme données et de ton workload, en fait. Merci bien. Merci à vous.